Alors, beaucoup de choses à vous dire. J'ai mes petites fiches sur lesquelles j'ai noté vos questions. Merci encore une fois de votre patience, puisqu'on commence avec une demi-heure de retard, hein, désolé. C'était la toute première fois, hein, que je testais un live sur YouTube. Bon, bah voilà, c'est malheureusement, vous faites les frais de ce premier test. Au moins, je saurai comment m'y prendre pour la prochaine fois. Donc, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Alors, tout d'abord, le son est bien saturé, vous me dites? Ok. Alors, je vais le diminuer un tout petit peu. Je vais mettre un... Tac. Là, normalement, ça devrait être un petit peu moins saturé, je pense. J'ai chaud, bah oui, j'ai chaud parce qu'il y a les projecteurs de lumière. Et puis de toute façon, j'ai tendance à toujours briller un peu. Qu'est-ce que je... Ah oui, c'est que en mono le son. Bah, je sais pas. Après, ça dépend aussi de la qualité de vos connexions, hein. Il y a la qualité de la mienne, mais moi je suis en fibre, donc je ne peux pas faire mieux. Mais il y a la qualité de vos connexions Internet aussi, qui peut amener un décalage dans l'audio. Bon, en tout cas, voilà. Bon, pour l'instant, je fais avec ce que j'ai. Donc avançons. Alors, avant de regarder un peu les questions que vous m'avez mis sur Instagram, sur Facebook, etc. Et puis là, ce que vous êtes en train de me mettre dans les commentaires, on va essayer de faire une petite heure, hein, pas forcément plus, parce qu'après, vous comme moi, vous n'avez peut-être pas dîné, donc on ira manger. Donc, qu'est-ce que j'ai à vous faire comme annonce? Alors, premièrement, une annonce très importante. Ceux qui me suivent sur Instagram ont peut-être vu passer la question, je vous avais demandé votre avis. C'est sur le changement de nom. Donc, vous le savez, hein, puisque vous êtes là, le nom de mon site, chaîne YouTube, réseaux sociaux, etc., c'est depuis toujours Natura Coach. Et ça fait un moment que ça me trotte dans la tête l'envie de changer de nom, parce que ce nom ne me correspond plus, depuis un bon moment, puisqu'en fait je ne me considère pas comme coach, donc c'est un petit peu ballot. C'est un nom en fait que j'avais choisi à mes tout débuts parce que vraiment au tout début, il y a 9 ans, quand j'ai créé mon activité, mon site, je faisais plutôt effectivement des choses comme des cours de cuisine à domicile, voilà, des animations de ce style, où voilà, il y avait une meilleure logique avec ce nom, mais comme vous le savez certainement, si vous regardez régulièrement mes vidéos et mon contenu, aujourd'hui, je me positionne vraiment sur de la vulgarisation scientifique pure, sur une forme de journaliste scientifique, et donc ce mot de coach ne me correspond plus. Donc, j'ai décidé de changer de nom pour passer sur Nature Academy, Natura, CADEMY. Donc ça va être dans les tout prochains jours. Donc pour vous, ça va rien changer, hein. Ça va juste être un changement de nom sur donc la chaîne YouTube, Instagram, Facebook, et puis le temps que je migre mon site également pour le site web. Mais ça va correspondre beaucoup plus. Alors attendez, je regarde en même temps un peu vos commentaires. Euh, donc le son est pas top en effet. Bon écoutez, je préférais le son comme au début. Bon bah ok, alors j'enlève le... Voilà. Euh, donc je me reprends. Donc sur le changement de nom, donc Nature Academy, voilà, avec ce mot académie qui correspond beaucoup mieux à cette notion de transmission de savoir et de vulgarisation, pas facile à dire, scientifique, que j'essaye de faire au quotidien. Et puis en plus, qui correspondra à ce que je veux faire de mon site dans les mois à venir, à savoir vraiment une vraie plateforme, un vrai média de transmission des connaissances sous la forme des vidéos, des articles, de formations en ligne, etc. Donc vous allez voir tout ça arriver. Et c'est mieux pour le son. Ok, super. Donc qu'est-ce que je disais? Oui. Euh, donc sur le changement de nom, et parce que en gros, les projets qui vont arriver dans les mois à venir, donc comme vous l'avez peut-être remarqué si vous me suiviez depuis quelques années, donc j'avais fait un petit peu une pause dans la création des vidéos de contenu pour différentes raisons pendant
2 ans. Enfin, en 2 ans, j'avais fait une vidéo. Et puis là, j'ai repris vraiment à fond depuis 6 mois. Donc là, j'ai d'abord repris avec les vidéos de base, enfin des dossiers en forme de vidéo. On va dire que, pour faire simple, ce que j'estime dans mon travail faire un petit peu comme voilà, du journaliste scientifique, même si les purs journalistes ne seront peut-être pas d'accord, mais dans le sens où, au lieu d'écrire des articles écrits pour un site externe, je fais, moi, sous la forme de vidéos pour mon propre site sur YouTube. Et au lieu d'écrire éventuellement des livres, c'est ce que j'ai prévu pour les mois à venir, c'est je vais faire ça sous forme de formation, entre guillemets, vidéo, de programmes vidéo qui seront là du contenu à accès payant. Voilà, c'est la forme pour équilibrer entre le gratuit, le payant, et pour en fait juste pouvoir financer la création de contenu total, parce que vous comprenez bien que tout n'est pas gratuit à faire. Et donc dans les projets à venir, sur cette histoire de programme en ligne, ça j'en ai déjà parlé dans le passé. En gros, il y aura euh, tout d'abord un tout petit programme autour du sommeil, parce qu'en fait, il y a énormément de choses à dire. Ça, je l'ai vraiment remarqué. Il y a un foisonnement de connaissances à vulgariser autour de la science du sommeil. Vraiment beaucoup de choses passionnantes à dire. Et voilà, au lieu d'écrire un livre, je trouve ça plus sympa de faire ça en petite formation vidéo. Donc ça sera ce qui va arriver dans les prochaines semaines. Juste après, en début d'été, normalement, une formation autour de la nutrition pour monsieur et madame tout le monde, pour être en bonne santé, voilà, au quotidien. Voilà, encore une fois, comme je le fais dans mes vidéos publiques, de la vulgarisation scientifique sur voilà, toutes les bases autour de l'alimentation pour la vie de tous les jours, et puis comment faire ses courses, vous savez, tout ce que je vous raconte souvent autour du marketing, des industriels, etc. Et et ensuite, donc a priori, ce sera plutôt euh, pour, euh, alors oui, juste, euh, oui, c'est ça, Laurent, Nature Academy, écrit comme ça. Et pourquoi pas utiliser mon propre nom, et bah, je le mettrai aussi en avant. Et en fait, il y aura les deux. Euh, et donc, ce dont j'ai beaucoup parlé dans le passé, qui est tout ce qui tourne autour de la nutrition sportive, arrivera en fait plutôt en septembre, parce que c'est juste un travail phénoménal. Bah, toujours dans la même démarche, par exemple, sur tout ce qui va tourner autour des compléments alimentaires. Bah, imaginez, sur chaque complément, il faut que je lise toutes les études, et pour vous dire, voilà, quel est le consensus scientifique, est-ce qu'il y a un intérêt, oui ou non, pour dans quelle quantité, pour quel objectif, etc., sur chaque complément. Et puis, voilà, voilà, la quantité de connaissances autour de la nutrition sportive est juste phénoménale à lire, et puis ensuite à synthétiser et à vulgariser. C'est pour ça que c'est ce qui arrivera en dernier. Et puis après, j'ai encore plein d'autres idées pour la suite, mais on en parlera à ce moment-là. Euh, Ensuite, qu'est-ce que j'avais à vous dire? Ah oui, Laurent, tu m'avais juste demandé ce que j'avais aussi toujours dans l'idée de traiter des sujets autour de la beauté. Alors oui, c'est toujours dans un coin de ma tête, mais c'est pas dans les priorités, donc ça arrivera, mais dans un deuxième temps. Sûrement que je commencerai d'abord cet automne à faire quelques vidéos ici là sur YouTube, des petites vidéos autour de sujets en lien avec la santé et la peau, et on verra s'il y a un intérêt, et puis si je creuse encore plus le sujet par la suite. Euh, et tu me demandes aussi, est-ce que le programme sera une mise à jour du premier ou quelque chose de différent? Ce sera une mise à jour, mais radicale. Donc vraiment, ça aura plus de 50% du contenu sera complètement différent. Et puis mes connaissances ont tellement évolué depuis quelques années que à ce niveau-là aussi, on ira beaucoup plus dans les profondeurs. Pour ceux qui ont suivi Natura Cook, Natura Cook, c'est vraiment de la cuisine, donc ça n'a rien à voir avec les programmes dont je viens de parler, qui arriveront dans les mois qui viennent. Alors passons un petit peu à vos questions. Je lis un petit peu juste vos commentaires pour savoir si tout se passe bien.
Tac, tac, tac. Tac. Ok. On aurait toujours accès à Nature à Cook. Oui, oui. Enfin, de toute façon, ceux qui sont abonnés au programme de cuisine Nature à Cook, comment que- quel âge j'ai et comment je fais pour avoir une peau aussi belle. Oui, bon, c'est peut-être pas exagéré non plus. Euh, quel âge j'ai? J'ai 37 ans. Et bah, c'est l'hygiène de vie, hein. De toute façon, garder une belle peau. Se protéger du soleil, très important. Enfin, ça, c'est un vrai sujet dont on parlera un jour, mais euh, trouver l'équilibre entre voilà, avoir de la vitamine D, mais quand même protéger sa peau du soleil parce que c'est ce qui fait vieillir énormément la peau, hein. Regardez toutes les personnes qui habitent dans des régions ensoleillées et qui ne sont pas protégées, ben, à 40, 50 ans, ils ou elles ont la peau voilà, toute ridée, toute fripée. Le soleil, c'est très important de s'en protéger quand même suffisamment pour, pas, pour garder une bonne peau. Bon, enfin, toutes les histoires de prix autour des programmes, tout ça, on en parlera plus tard. On va avancer. Alors, il y avait un petit sujet dont je voulais vous parler. Alors, je vais juste boire une gorgée d'eau, si vous me permettez. Tiens, ça me permet de répondre à une des questions que vous m'aviez posées. Qu'est-ce qu'il faut boire comme eau? Quelle eau je bois? Vous voyez. Donc moi j'ai une gourde en inox qui ne me quitte jamais, spécialement quand je sors de chez moi. Elle est toujours dans mon sac dès que je sors de chez moi. Parce que moi, ma conclusion sur quelle eau boire, c'est j'en suis clairement arrivé depuis un bon moment. Je bois de l'eau du robinet et que je filtre avec un système de filtre. Pourquoi? Déjà, en fait, en dehors de... C'est-à-dire que même si on disait que l'eau minérale en bouteille était meilleure que la santé, ce que je ne suis pas en train de dire, mais même si on disait ça, c'est tellement une horreur écologique, cette quantité de plastique énorme qu'on produit pour les eaux embouteillées, que personnellement, voilà, j'ai choisi de refuser catégoriquement de consommer de l'eau en bouteille, et c'est ce que je conseille à tous, parce que vraiment, on n'imagine pas cette quantité de plastique et d'énergie, parce que cette eau, l'embouteiller, donc c'est de l'énergie dans les usines, et puis il faut la transporter aussi. Donc voilà, c'est un petit peu une aberration écologique, et c'est pour ça que je refuse de consommer aujourd'hui de l'eau en bouteille, en plastique. Et ensuite, qu'est-ce que j'utilise comme système de filtration? Oui, après, ça dépend bien sûr des pays. Si vous êtes dans un pays où il n'y a pas d'eau, enfin où l'eau est de très mauvaise qualité ou n'est pas potable, évidemment, ça se comprend. Oui, c'est de l'inox 1810. Et donc, qu'est-ce que j'utilise? J'ai une fontaine Berquet. C'est un peu cher, mais bon, moi je trouve que c'était un bon investissement. Je fais pas de pub, j'ai pas de lien d'affiliation. Je vous dis juste ce que j'ai. Euh, parce que Berquet, bah, enfin, c'est un peu ce qu'il a. Je pense que c'est ce qui, en dehors d'une installation type osmose inversée que vous mettez directement sur votre arrivée d'eau, donc ça c'est plutôt pour ceux par exemple qui ont une maison, qui sont propriétaires, donc ce qui n'est pas mon cas en ce moment, donc voilà, à, à être en format transportable, on va dire, quand vous déménagez, la fontaine Berquet, je trouve que c'est un bon compromis. Euh, c'est ce qui filtre, enfin, en tout cas sur le papier, le plus de substances. Et au niveau, c'est John qui m'avait posé ça en question, sur tout ce qui est minéraux, de toute façon, c'est pas au travers de l'eau qu'on cherche enfin, à avoir son apport en minéraux, notamment en magnésium et en calcium. Le calcium, si on a une bonne alimentation équilibrée, il se trouve correctement donc dans l'alimentation, et le magnésium idem. Surtout que la forme de magnésium qu'on trouve en général dans les eaux minérales est assez mal absorbée. C'est pour ça que les eaux minérales riches
en magnésium ont cet effet laxatif parce que ce n'est pas la forme idéale pour être bien absorbé, pour augmenter ses apports en magnésium. Donc voilà, c'était juste cette parenthèse sur l'eau. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Donc je jette toujours un coup d'œil aux commentaires. Tac, 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 tout se passe bien. Oui, oui, bah c'est cher Berkey. Après, voilà, moi, j'ai pas d'affiliation. Je ne me rappelle plus du prix, mais c'est voilà, c'est quelques centaines d'euros. Mais c'est un investissement qui dure des années et des années. Donc, après, je vous dis pas, je sais, j'ai pas fait de comparatif, moi. Hein, donc, j'ai pas cherché absolument tous les systèmes existants sur le marché. Qu'est-ce que je voulais vous dire ensuite? Donc ça, c'était sur l'eau. Ensuite, petite question rapide. On m'a demandé mise à jour sur produits laitiers gluten. Alors, il est vrai que c'est... Je pense, enfin, j'ai l'impression on en parle un peu moins ces derniers temps de ces sujets. Enfin, c'est passé de mode, entre guillemets, hein, mode avec beaucoup de guillemets. Mais donc, à mes tout débuts, c'était l'une des toutes premières vidéos qui m'a fait connaître, je crois que c'était en 2011, une vidéo sur les produits laitiers, que j'ai, depuis un très long moment, que j'ai mis en non répertorié, c'est-à-dire qu'elle est plus visible par le public parce que, comme c'était une de mes toutes premières vidéos, par rapport à la rigueur qui est la mienne aujourd'hui, elle ne me convenait plus du tout, enfin, il y avait trop d'imprécisions, voilà, c'est plus du tout du niveau d'exigence, de vulgarisation scientifique que j'ai aujourd'hui. Donc c'est pour ça que j'ai toujours comme objectif de la refaire. Mais si je la refais sur les produits laitiers, c'est un travail énorme parce que c'est bien plus complexe que ce qu'on peut imaginer. Et le gluten aussi, j'avais fait, je sais plus, 2013, je pense, 2012-2013, une vidéo sur le sujet qui était assez basique, qu'il faudrait que je refasse aussi parce qu'il y a beaucoup plus de choses à dire sur le sujet. Mais pour faire très simple, sur le gluten, ça c'est assez facile. Euh, je continue toujours à jeter un coup d'œil à vos commentaires. Donc le gluten, c'est assez simple à comprendre. Donc pour rappel, voilà, cet ensemble de protéines qu'on trouve principalement dans le blé, sous toutes ses formes, et puis aussi dans l'orge, certaines variétés d'avoine et le seigle, et qui est donc ce qui permet l'élasticité de la pâte, donc ce qui permet d'avoir des pâtes qui lèvent, d'avoir du pain, des gâteaux qui gonflent parce que ça emprisonne les gaz, et qui, historiquement, on a trouvé que ça posait problème. Donc on a mis très longtemps à vraiment avoir un consensus scientifique sur le sujet, parce des médecins ont commencé à avoir des doutes dans les années 20-30, et ce n'est qu'au début des années 1990 qu'on a enfin eu officiellement la validation du consensus scientifique sur la maladie cœliaque, qui est donc l'intolérance au gluten, qui a une part génétique, et qui est donc cette destruction de la muqueuse intestinale par le système immunitaire chez les personnes concernées quand elles avalent du gluten. Donc ça, on estime, c'est grosso modo 1% de la population. Et ces personnes-là doivent absolument avoir un régime ultra strict, sans gluten, sans aucune trace de gluten. Et ce n'est vraiment pas une partie de plaisir à vivre, parce que dès qu'on sort, on mange au restaurant, voilà, faut toujours faire attention à tout. Euh, et donc ça, c'est l'intolérance au gluten historique. Ensuite est arrivé, depuis un certain nombre d'années, des questions autour de personnes qui auraient une sensibilité ou une hypersensibilité au gluten, mais non cœliaque, c'est-à-dire qui ne présentaient pas les signes, les symptômes de la maladie cœliaque. C'est-à-dire que, par exemple, si on leur faisait une coloscopie, il n'y avait pas de destruction de la muqueuse intestinale, mais ils présentaient des symptômes cliniques divers et variés, que ce soit des troubles digestifs ou même d'autres problèmes, des migraines, des problèmes de peau, voilà, beaucoup de choses différentes. Et, et qui apparemment disait que c'était lié au gluten.
grosso modo, donc je simplifie énormément, cette hypersensibilité au gluten, en fait, pourrait se décomposer sous 3 formes. Il y aurait effectivement peut-être une hypersensibilité au gluten non cœliaque chez certaines personnes, donc des personnes qui auraient des symptômes divers quand ils mangent du gluten. Il y aurait des personnes qui, en fait, je pense que c'est plutôt la majorité, auraient des problèmes avec les FODMAPs, qui sont donc un type de, en gros, pour faire très simple, un type de glucides qui est présent dans différents aliments, différents légumes, légumineuses, céréales, et qui provoque des troubles digestifs. Mais donc, ça n'a rien à voir avec les protéines en elles-mêmes, et donc avec le gluten. Et des personnes qui auraient aussi potentiellement un souci avec des composés dans le blé, mais autres que les FODMAPs et le gluten. Et tout ça combiné, on ne sait pas quelle proportion de la population ça représente. 10, 15, 20%, personne ne peut donner des chiffres. Mais en tout cas, est-ce que tout le monde devrait avoir une alimentation stricte sans gluten? La réponse est absolument non. Est-ce que c'est le problème de santé publique numéro un? Évidemment que non. Est-ce que plein de gens peuvent manger du pain sans problème? La réponse est oui. Pourquoi moi je cuisine majoritairement sans gluten? Parce que, alors il y a 2 choses différentes. Il y a moi ce que je mange au quotidien et puis ce que je peux vous proposer comme recette. Bah, sur les recettes que je peux proposer, enfin, l'historique culinaire, notamment en France, il est énormément à base de blé. Donc, des recettes à base de blé, ça se trouve à foison. Donc, enfin, autant vous proposer voilà, des choses un peu différentes pour faire varier les saveurs, utiliser d'autres céréales, d'autres techniques culinaires. Donc, c'est pour ça aussi que je trouve ça plus intéressant d'utiliser autre chose que du blé. Mais moi, personnellement, je n'ai pas de problème à consommer de petites quantités de blé. Je mange du pain, mais du pain au levain, en général avec différents mélanges de farine, acheté chez un artisan boulanger vraiment top. Voilà, ça m'arrive d'en manger en petite quantité. Mais voilà ce que je pouvais vous dire sur le sujet. Et sur les produits laitiers, alors là, bon, c'est d'une telle complexité, mais en gros, c'est ni blanc ni noir. Ça dépend de quoi on parle. Enfin, je suis, ce n'est ni le mal absolu, rien n'est indispensable dans la vie. Enfin, c'est tellement complexe que je peux difficilement répondre ici, mais je vous promets qu'un jour, je referai une vidéo complète sur le sujet. Euh, Est-ce que moi j'en mange? Encore une fois, je parle de moi, juste de mon cas personnel. La réponse est oui, notamment au niveau du petit déjeuner, ce qui permet de faire une transition. Alors, je regarde juste un peu vos commentaires, hein. Euh, Tac, tac, tac. Donc voilà, enfin bref, sur ces sujets du, du gluten, du blé, des produits laitiers, enfin, est-ce que c'est les problèmes de santé publique numéro un? Mais absolument pas. Je rappelle encore une fois, et c'est ce que j'ai aussi, ce que je vois beaucoup dans vos questions, c'est savoir un peu mettre un ordre de priorité aux choses. Beaucoup de gens, et on va faire la transition voilà, avec des questions que vous avez eues sur les antinutriments, on va se prendre la tête sur des micro-détails avant d'avoir réglé les basiques. Quand on regarde, alors là je parle, vous allez me dire peut-être que faites partie de la minorité qui mange mieux entre guillemets que la moyenne, certainement. Mais en tout cas au niveau des masses, au niveau de la population générale, les problèmes numéro un c'est quoi? C'est avant tout et surtout absolument pas assez de fruits et légumes, ça il faut être clair, et de fruits et légumes frais. Ça c'est vraiment dramatique. Je vous le disais dans ma dernière vidéo sur les fruits, est-ce que les fruits font grossir? En France, la consommation moyenne de fruits frais, enfin ça comprend fruits frais et fruits secs, c'est autour de 130 grammes par jour chez les adultes, donc ce qui fait à peu près une portion et demie. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Et les légumes, c'est à peu près la même chose. Donc on est très très en dessous en moyenne
des fameux 5 fruits et légumes par jour qui, en plus, sont vraiment une fourchette basse, hein, on peut en manger plus. Et et donc dans la population générale, c'est aussi toujours trop de sel, trop de sucre ajouté, trop de matière grasse ajoutée. Je vous avais expliqué ça dans mes vidéos sur l'obésité. On voit notamment, par exemple, encore pour parler des chiffres français, ce qui a explosé depuis 50 ans dans les différentes familles d'aliments et d'ingrédients, c'est les huiles et matières grasses ajoutées, c'est le sucre, c'est un petit peu la viande. Et ce qui a baissé, ça avait baissé dans un premier temps et c'est revenu à peu près à la moyenne, tout ce qui est céréales et produits céréaliers. Et l'alcool, quand même, c'est le seul bon point qui a diminué, parce qu'en France, dans les années 50-60, on était quand même à une consommation très élevée, et ça, heureusement, c'est un bon point. Mais aujourd'hui, d'ailleurs, donc pour finir sur l'ordre des priorités, euh, donc on ne mange pas assez de fibres, ce qui découle du manque de fruits et légumes, et il faudra au moins 30 grammes de fibres par jour, il me semble, de mémoire, qu'on doit être à peine à 20 grammes en moyenne et un corps. Et donc quand on regarde les facteurs dépendants de l'hygiène de vie, facteurs de risque pour les cancers, c'est avant tout quoi? C'est de très 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 loin le tabagisme et ensuite l'alcool. Donc une fois qu'on a vraiment tout ça bien en ordre, ok, on peut commencer à se prendre un peu plus la tête sur des détails. Mais je vois trop de gens se prendre la tête sur des détails avant d'avoir réglé ces basiques, c'est-à-dire avoir une alimentation, enfin, ne pas fumer, ne pas boire peu ou pas d'alcool, en tout cas d'un point de vue santé. Après, on peut parler du social, tout ça. Et avoir un sommeil de qualité, manger majoritairement des produits non transformés avec beaucoup de fruits et légumes. Donc, je regarde un petit peu vos commentaires. Bah Laurent, voilà, 27 grammes de fibres par jour, c'est bien, mais tu peux aller au moins jusqu'à 30, hein. C'est ce qui est conseillé maintenant par les agences de santé, l'ANSES en France par exemple. Et je suis clairement d'accord avec ça. Donc, allez, avançons un petit peu dans vos questions. Donc, comme je le disais, voilà, sur les détails, j'ai eu beaucoup de questions sur les antinutriments. Est-ce qu'il faut avoir peur des antinutriments? Donc, les antinutriments, enfin, ou des substances que certains pointent du doigt, comme l'acide phytique, les saponines, les lectines, qu'on trouve donc dans notamment les céréales complètes, les légumineuses, les oléagineux, enfin voilà, principalement, même si on les trouve dans des quantités, certaines de ces substances dans des quantités plus réduites, dans certains légumes par exemple. Est-ce qu'il faut en avoir peur? Alors, c'est toujours la problématique, c'est premièrement, ok, sur le papier, effectivement, par exemple l'acide phytique, ça peut diminuer l'absorption de certains minéraux. Mais encore une fois, et puis certaines de ces substances peuvent augmenter des problèmes de perméabilité intestinale. Mais encore une fois, c'est la dose qui fait le poison. C'est-à-dire, il y a une différence entre faire une étude où on va mettre des quantités, voir les effets de quantités très importantes ou massives de ces substances chez des animaux, par exemple, sur des études sur des rats, des souris, et puis ce que ça a comme effet dans des conditions de vie réelles. Et puis, il faut aussi voir, si on pointe du doigt ces aliments pour ces raisons, ils ont aussi des bénéfices. Et puis, si on les retire, par quoi on les remplace? Parce que c'est quelque chose qu'il faut toujours avoir en tête dans l'alimentation. Si vous retirez quelque chose, vous allez le remplacer par autre chose pour garder la même quantité de calories totales que vous avalez au quotidien. Euh, donc à ce moment-là, ces aliments par lesquels qui vont être les remplaçants ne sont peut-être pas forcément meilleurs. Donc voilà, pour passer rapidement sur le sujet des antinutriments, dans des conditions normales, de consommation normale, il n'y a vraiment pas à vous prendre la tête.
peut-être chez des gens qui ont des troubles digestifs sévères, des maladies inflammatoires de l'intestin, etc. Peut-être là, on peut regarder au cas par cas, mais oléagineux, légumineuses et même céréales complètes, pour moi, ont toute leur place dans une alimentation saine et équilibrée. En plus, bon, ça c'est d'autres problématiques, mais il y a certainement beaucoup d'entre vous qui sont végétariens ou végétaliens. Donc là, les légumineuses ont quand même une certaine importance pour l'apport en protéines. Si on met une dimension écologique, environnementale dans l'alimentation, bah, les légumineuses ont aussi une certaine importance parce que au niveau de l'agriculture, c'est important pour fixer l'azote dans les champs. Donc c'est important d'en produire des légumineuses. Et ça permet aussi de diminuer l'apport en protéines animales, d'augmenter son apport en protéines végétales. Moi, je ne suis pas du tout végétalien, hein. Pour moi, les produits animaux ont leur place dans une alimentation saine. Je regarde juste toujours vos... Tac, tac, tac. Excusez-moi, hein, je regarde vos commentaires un peu, voir si tout se passe bien. Donc oui, donc les lumineuses ont leur place dans une alimentation qui voudrait avoir un impact carbone, un impact écologique enfin, à peu près convenable, on va dire. Donc pour toutes ces raisons-là, moi, j'ai envie de vous dire, dans la majorité des cas, il n'y a pas à se tremper. Bon lapsus, se prendre la tête sur ces histoires d'antinutriments dans des consommations normales. Et justement, est-ce qu'il faut faire tremper tous ces produits? Moi, globalement, je dis que oui. Alors, par exemple, sur les oléagineux, amandes, noisettes, etc. Moi, je les fais tremper. Alors, d'une part, ça diminue effectivement certains de ces antinutriments, mais en plus, au niveau du goût de la mastication. Alors déjà, de toute façon, tous ces produits, légumineuses, céréales, oléagineux, c'est important de les rincer au minimum, puisque il y a beaucoup de poussière, voilà, quand c'est ramassé, empaqueté, etc. Donc c'est important de les laver. Et ensuite, moi, je les fais tremper. Donc déjà, rien que pour les oléagineux, parce que je trouve ça plus agréable pour la mastication. Les amandes très sèches, par exemple, voilà, moi je suis pas un grand fan. Et ensuite, qu'est-ce que vous racontez? Euh, et donc ensuite, sur les légumineuses, effectivement, ça diminue un peu leur antinutriments. Donc, en gros, il y a tout ce qui... En gros, lentilles corail, dans l'absolu, ça n'a pas besoin d'être trempé, mais je conseille de bien les rincer au minimum. Moi, tout ce qui est lentilles vertes, et pois cassés, je les fais tremper à peu près 1 heure. Et, et c'est après tout ce qui est haricots, pois chiches, haricots rouges, qui demandent en plus un long temps de cuisson. Là, le plus simple, c'est de les faire tremper une bonne nuit. Donc voilà, on passe rapidement sur ce sujet. On m'a aussi posé plusieurs questions sur le soja. Euh, Beaucoup d'agressivité dans ce chat. Ah bon, qu'est-ce qui se passe? J'espère que vous êtes gentils entre vous, hein. Désolé, je peux pas regarder en même temps et parler. Euh, soyez cordial entre vous. Euh, beaucoup de questions sur le soja. Est-ce qu'il faut avoir peur du soja? Ça, c'est un sujet que j'ai besoin de traiter en vidéo. Donc, comme vous le savez, j'espère, moi, je suis pas là pour donner mon avis qui tombe du ciel ou que je tiendrai de je ne sais où, d'un pouvoir mystique ou autre. Moi, quand je parle de quelque chose, c'est parce que j'ai bossé dessus. Ce que je vous propose dans mes vidéos, dans le contenu que je crée, c'est le fruit de mon travail. C'est-à-dire que, par exemple, et je vais faire très bien, je pense ma prochaine vidéo va être là-dessus, comment j'écris une vidéo. Par exemple, sur le sujet de l'obésité et des régimes. Je bosse pendant des mois, des centaines et des centaines d'heures à lire toute la littérature scientifique et à essayer
de synthétiser ça pour vous le transmettre. Donc je ne parle pas de sujets sur lesquels je n'ai pas travaillé à fond. Donc sur le soja, je n'ai pas travaillé à fond sur le sujet. Donc plutôt que de dire des bêtises, je préfère me taire, même si dans les grandes lignes, comme souvent, je pense que tout est dans la modération, hein, ne pas en faire son aliment total et absolu, évidemment. Et pour parler, alors juste de mon cas personnel, qui n'est qu'un exemple, moi, je consomme uniquement du tempeh. Donc pour ceux qui ne savent pas, le tempeh, c'est d'origine indonésienne et en gros, c'est différent du tofu parce que on prend les grains qu'on fait cuire et qu'on fait fermenter en fait. On les mixe pas pour en faire du jus de soja, ce qu'on appelle le lait de soja qu'on fait cailler ensuite pour faire du tofu. Le tempeh, c'est une forme fermentée en fait de soja qui ressemble un peu à des pavés ou sous forme de saucisson et ensuite ça se cuisine assez simplement, un petit peu comme du tofu. Donc, mais on en reparlera, je vous promets, un jour beaucoup plus en détail. Qu'est-ce que vous dites? Ok. Juste, je bois juste donc dans ma gourde en inox un petit coup. Alors, donc qu'est-ce que j'avais d'autre comme question? Ah oui, mon avis sur les jus de légumes. Alors, euh, les jus de légumes. Donc les jus de fruits, je vous ai donné un peu mon avis dans la dernière vidéo sur les, les jus de fruits. Ça ne remplace pas des fruits entiers. Ça peut vous amener à une consommation très importante. C'est-à-dire que si vous mangez le fruit entier, vous mangeriez peut-être qu'une orange. Mais si vous mangez si vous buvez du jus de fruits, ça peut être l'équivalent de 3, 4, 5 oranges. Euh, donc forcément, ça amène une quantité de fructose plus importante notamment. Et comme je le disais, si on veut être très conservateur, il vaut mieux rester en dessous des 50 grammes de fructose par jour, même si, comme je vous l'expliquais encore une fois, les effets délétères du fructose arrivent aussi surtout dans un contexte hypercalorique, c'est-à-dire si vous mangez plus que vos besoins caloriques. Euh, Ensuite, donc sur les jus de légumes, le gros problème en fait, c'est qu'on manque beaucoup de science sur ce sujet. Parce qu'aujourd'hui, on a quasiment à 99% que de la pseudo-science. Alors des gens qui racontent beaucoup de bêtises, et puis surtout beaucoup de- d'expériences personnelles. C'est-à-dire des gens qui, même aussi nombreux soient-ils, mais des gens qui vous donnent leur témoignage personnel. Et ça a énormément de limites. Ce n'est pas complètement inintéressant, mais il faut comprendre qu'il y a beaucoup de biais cognitifs là-dessus. C'est-à-dire que on va avoir des choses comme des biais de confirmation et des biais de survivance. C'est-à-dire que par exemple, quelqu'un qui estime avoir certains problèmes de santé, plus ou moins graves, et qui va boire des jus de légumes et qui a l'impression que ses symptômes s'améliorent. Est-ce que c'est un effet placebo? Est-ce que c'est parce que en buvant des jus de légumes, la personne a éliminé des aliments qui pouvaient provoquer des intolérances ou, chez lui? Donc c'est le fait d'avoir éliminé, pas le fait d'avoir ajouté des jus de légumes. Est-ce que euh, voilà, est-ce que c'est il y a un problème de biais du survivant. Donc, biais du survivant, en fait, c'est le fait que vous avez plein de gens qui vont suivre une méthode, donc par exemple boire des jus de légumes, mais il n'y a que les gens qui ont un succès, enfin qui estiment avoir eu un succès grâce à ces jus de légumes qui vont en parler. C'est-à-dire que même si c'est 10 ou même 1% de la totalité des personnes ayant suivi cette approche, ce n'est que ce groupe de personnes qui va en parler. Et donc, quand vous cherchez des témoignages, vous ne trouvez que des témoignages positifs.
sauf qu'on n'entend pas, parce qu'ils ne s'expriment pas, parce qu'ils pensent que c'est de leur faute, peut-être, ou ils ont choisi pour différentes raisons de ne pas en parler. Mais tous les témoignages négatifs, en fait, voilà, ne se retrouvent pas en public. Et ce qu'on appelle le biais du survivant, c'est un problème qu'on trouve dans plein de choses, dans les études aussi sur les médicaments. Enfin voilà, il y a beaucoup. Enfin, c'est un problème qu'on. Je lis juste vos commentaires de temps en temps. Donc il y a ce gros problème. Donc tout ça pour vous dire que les témoignages aussi nombreux, et quel que soit le sujet, hein, c'est pas juste sur les jus de légumes, mais moi je l'ai beaucoup vu voilà, dans les différentes techniques de régime quand j'ai travaillé sur ma vidéo sur l'obésité, notamment sur tout ce qui tourne autour de régime, par exemple pauvre en glucides, où on a beaucoup voilà, de témoignages personnels, mais qui n'ont aucune valeur, même si ça peut être choquant pour ceux qui vivent ces expériences, ça n'a aucune valeur scientifique. C'est-à-dire que euh, on on n'est pas vous êtes chez vous, vous n'êtes pas dans un contexte où on peut éliminer tous les facteurs confondants, tous les biais éventuels. On ne peut pas vous comparer par rapport à un groupe placebo, etc. Et pour finir sur ce sujet des jus de légumes, on va essayer d'avancer un peu plus vite. Pour finir sur ce sujet des jus de légumes, il y a eu justement il y a quelques semaines une vraie étude clinique, donc ça faisait plaisir, une étude brésilienne. T'étais là, Mélanie? Bah écoute, bonne soirée, Chaudron Pastel, hein. Donc mon amie Mélanie du Chaudron Pastel qui était parmi nous. Merci beaucoup d'être passé par là et je te dis à bientôt. Donc juste sur les jus de légumes. Donc il y a une étude clinique, alors je lis un peu mes notes. Donc c'était une étude brésilienne avec deux groupes. Il y avait un groupe chacun avait son alimentation plus ou moins normale, mais il y avait un groupe qui buvait un grand verre de jus de légumes, il me semble que c'était à peu près 30 centilitres, donc c'est quand même pas mal, tous les matins, et l'autre groupe qui buvait un placebo. C'est une poudre qui colorait l'eau en vert, voilà, pour faire croire aux gens qui buvaient un jus de légumes. Et résultat, au bout de 2 mois quand même, donc 2 mois c'est pas mal, c'est vraiment pas mal pour une étude clinique. Le résultat c'est qu'il n'y avait pas de différence ni sur le tour de taille, ni sur le poids, ni sur la glycémie, ni sur le profil lipidique, les marqueurs de stress oxydatif. Donc voilà, alors c'est qu'une étude, il en faudrait encore beaucoup d'autres, mais pour l'instant, moi j'attends encore les preuves scientifiques pour me dire que boire des jus de légumes serait supérieur pour la santé à manger les fruits et légumes sous forme entière, sachant, encore une fois, je le répète, qu'une grande partie de la population ne mange pas assez de fibres qui sont fondamentales pour la santé des intestins, pour nourrir la flore intestinale, et que donc se priver des fibres, parce qu'on les élimine quand on extrait le jus des légumes, c'est quand même, je trouve, fortement dommage. Donc voilà juste pour ce sujet. Après, pour vraiment finir dessus, bien entendu, je ne dis pas que ça ne peut pas faire partie, si ça vous fait plaisir, un petit peu de votre alimentation de temps en temps. Et puis, il y a des jus spécifiques qui peuvent avoir un intérêt spécifique. Je pense spécialement au jus de betterave. En gros, il y a des aliments qui sont riches en nitrites, comme la betterave, les fans de navets, voilà, les légumes verts feuillus. Et les nitrates, pour faire très 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 simple, ont un effet vasodilatateur ce qui peut permettre une meilleure oxygénation dans le sang. Enfin, vraiment, je caricature. Et ce qui permettrait d'améliorer les performances sportives. Il y a pas mal d'études ces dernières années sur notamment l'effet du jus de betterave chez les sportifs, plusieurs études chez des cyclistes, il me semble, de mémoire. Donc là, voilà, par exemple, c'est un sujet sur lequel, pour un objectif spécifique, un jus spécifique peut avoir un intérêt. Donc voilà, c'était juste pour finir là-dessus. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait d'autre comme question? Ah oui, juste, je finis une dernière parenthèse sur les jus de légumes. Parce que j'ai vu ça là justement, c'est hier ou avant-hier,
passer dans mes flux sur Twitter, euh, qu'on avait, voilà. Enfin, c'est aussi le problème des gens. Enfin, il y a le sujet des jus de légumes en eux-mêmes, et puis le sujet de qui les promeut. Et je voyais un corps c'est assez symbolique, euh, qui avait un Américain, et je pense que c'était un Anglo-Saxon, qui avait des dizaines de milliers, je pense, de followers sur Instagram, et qui faisait la promotion, voilà, des jus de fruits et légumes, je pense, enfin surtout des jus de légumes, pour guérir, voilà, toutes les maladies, et qui disait textuellement, si vous avez un cancer, surtout ne suivez absolument pas aucun traitement de la médecine, de la médecine classique, enfin de la médecine moderne entre guillemets, et enfin voilà, qui conseillait à des personnes avec un cancer de le soigner juste à base de jus de légumes. Donc on voit aussi la problématique du milieu dans lequel c'est. Parce que, évidemment, si vous avez un cancer, je vous conseille évidemment d'aller voir votre médecin, hein. Euh, Même si une bonne hygiène de vie ne peut que faire du bien, les jus de légumes, ça ne soigne pas le cancer, il faut être extrêmement clair là-dessus. Donc, on close ce sujet. Ensuite, avançons. Euh, Ok. J'avais des questions sur le jeûne intermittent. Donc, on reste toujours un peu sur ce même milieu. Euh, alors, c'est pareil. Le jeûne. Alors, déjà le vrai, enfin le jeûne euh, prolongé. Le jeûne prolongé, qu'on sert ne rien manger pendant plusieurs jours, voire même plus. Euh, c'est un sujet complexe. Si je le traite un jour, je pense que il est tellement complexe que je ne ferai certainement pas moi tout seul dans mon coin. J'aimerais, alors une idée dans ma tête, mais si je devais le traiter, il faudrait que je le fasse plutôt sous forme de documentaire où j'irais faire des interviews de vrais experts. Quand je dis vrais experts, c'est des gens dans le monde de la recherche, c'est pas des gourous trouvés au coin de la rue. Donc voilà, sur le sujet du jeûne total et le jeûne sous ce qu'on appelle jeûne intermittent. En fait, dans le monde de la recherche, on parle plutôt de time restricted eating, c'est-à-dire le fait de manger sur une fenêtre de temps restreinte sur les 24 heures d'une journée. Il y a des recherches sur le sujet, effectivement, ces dernières années. Il y a plusieurs équipes de recherche qui font un travail très intéressant. Je pense notamment il y a pas mal d'équipes dans des universités en Californie, comme le docteur Sachin Panda ou le docteur Walter, je ne sais jamais comment on dit, Walter Longo, qui est assez connu aussi, qui font beaucoup d'études ces dernières années sur ce sujet du jeûne ou d'une alimentation simulant le jeûne. Donc, c'est prometteur sur des aspects comme voilà, la glycémie pour les diabétiques, tout ça. Mais on est encore un peu loin du consensus scientifique. C'est-à-dire donner des conseils affirmatifs sur ce sujet, c'est vraiment pousser le bouchon un peu loin. Enfin, on est loin du consensus scientifique, donc on ne peut pas donner d'affirmation encore pour le moment. Il y a mais qu'est-ce que je voulais dire? Euh, mais ah oui, une chose est claire par contre, quand même, sur pas mal d'aspects santé, c'est prometteur, mais il faut encore attendre un peu pour avoir plus de certitude. Mais sur la question de la perte de poids, parce qu'on voit beaucoup, là, sous la forme marketing, on va dire, le jeûne intermittent mis en avant pour la perte de poids. Il n'y a pas d'effet miracle de ça, il faut être extrêmement clair. Il n'y a pas d'effet miracle du jeûne intermittent sur la perte de poids. Si vous perdez du poids, il faut forcément être en déficit calorique. Il n'y a pas de miracle là-dessus. Après, donc le jeûne intermittent, par essence, vous fait, enfin, en général, beaucoup des gens qui le pratiquent en sautant le petit déjeuner. Donc vous enlevez un repas par jour. Donc par exemple, 500, 800 calories par jour. Ce qui vous permet d'être plus facilement, si vous ne compensez pas sur les repas suivants,
plus facilement d'être en déficit calorique. C'est aussi simple que ça, mais il n'y a pas d'effet magique en tant que tel du jeûne intermittent sur la perte de poids. Si c'est ce qui vous permet le plus facilement d'être en déficit calorique, il n'y a pas de souci. Il n'y a jamais d'obligation à manger un petit déjeuner si c'est sous cette forme-là que vous le pratiquez. Mais ce que je veux vous dire, c'est voilà, il n'y a pas d'effet magique intrinsèque au jeûne intermittent autre que de permettre de créer un déficit calorique. Et sur les sportifs, c'est pareil. Pour l'instant, alors encore une fois, ça dépend de l'intensité du sport qu'on pratique, mais si je prends un exemple un peu plus, un exemple extrême chez des cyclistes professionnels, ouais, les gens qui font le Tour de France et compagnie, c'est parmi les sports les plus à la pointe quand même dans le domaine de la nutrition. Euh, Ils pratiquent absolument pas le jeûne, ça faut être clair. Enfin, à part peut-être, j'en ai pas connaissance, des coureurs spécifiques, mais grosso modo, ces gens-là, avec ce volume d'activité physique qu'ils ont, ils ne pratiquent absolument pas le jeûne. Enfin, quand je parle de jeûne intermittent, euh, notamment parce que quand on s'entraîne très régulièrement, il y a la question de la récupération juste après un entraînement. Et même s'il n'y a pas d'urgence quand on est un sportif lambda occasionnel de 3 fois par semaine à manger ou avaler un shaker juste dans les 30 minutes après, mais quand on est un sportif du quotidien, là, il faut avoir une alimentation pour sa récupération beaucoup plus optimisée. Et à part faire dans une stratégie d'entraînement, s'entraîner 1 ou 2 fois par semaine à jeun, où effectivement, j'ai vu une étude, il me semble que c'était sur des cyclistes aussi, où ça pouvait avoir un intérêt, mais on parle juste d'1 ou 2 fois par semaine à jeun, quoi. Donc voilà pour clore sur ce sujet. Et on va essayer de clore dans les 10 minutes. Là, je vais passer très rapidement en revue toutes les autres questions que j'ai vues passer sur mes réseaux sociaux. Quel petit-déj je conseille? Alors, comme je le disais, si vous ne voulez pas manger de petit-déj, vous faites ce que vous voulez. Il n'y a jamais d'obligation dans la vie. Après, c'est quand même, si on en mange un, il faut que ce soit en adéquation avec le reste de ses repas sur la journée. C'est-à-dire que l'équilibre nutritionnel, il se fait sur la totalité de la journée. Mais que ça a un intérêt aussi d'avoir un repas qui nous rassasie pour éviter d'avoir les fringales en milieu de matinée. Et notamment, le problème des fringales, c'est que pour ceux d'entre vous, par exemple, qui sont en entreprise, entreprise dans laquelle souvent, par exemple, on a un coin cafette, voilà, une cafétéria dans laquelle on va retrouver des bonbons, des viennoiseries et autres, et on va être beaucoup plus amène à craquer sur ça si on n'a pas été rassasié par son petit déjeuner. Donc pour être rassasié, il faut au moins des protéines, donc une source de protéines quelle qu'elle soit, animale ou végétale. Ça peut être des œufs, ça peut être du fromage blanc, ça peut être beaucoup de choses. Mais voilà, je vous donne juste un exemple, 2 exemples de petits déjeuners que moi je consomme ou j'ai pu consommer. En ce moment, je suis plutôt sur du fromage blanc. Alors, c'est du fromage blanc en direct en ce moment, c'est du fromage blanc de brebis en direct de la ferme des Pyrénées, quoi, et de petits producteurs, et que je mélange avec, maintenant c'est la saison des fraises, donc avec des fraises, et avec des noix, du Périgord, avec une banane, un peu de miel, et un petit peu de flocons d'avoine ou flocons de sarrasin. Et puis à une autre époque, pendant un long moment, je mangeais 2 œufs écrasés avec une banane que je faisais revenir un petit peu comme des œufs brouillés. Et je mélangeais pareil d'autres fruits, des fruits de saison, pommes, poires en hiver, fruits rouges en été. Voilà. Ça varie aussi suivant mes envies et les saisons. Euh, Qu'est-ce que j'avais d'autre? Donc, nutrition pour un ultra trail ou pour les sportifs. Donc, j'ai dit la nutrition pour sportifs, on va beaucoup en parler à partir de la fin de l'été et en septembre. Mon avis sur les cuits vapeur, notamment le vitaliseur. Alors, la cuisson vapeur, c'est l'une des meilleures cuissons. Moi, c'est ce que j'utilise presque la moitié du temps.
J'ai un vitaliseur, c'est du très bon matériel, il n'y a pas de souci là-dessus. Après, il vaut un peu cher, faut être honnête. Et j'ai pas testé, mais j'ai déjà vu sur internet des produits 2 à 3 fois moins chers qui sont, je pense, tout à fait convenables. Et pour rappel, vraiment pour les tout petits budgets, pour cuire à la vapeur, le plus simple, le plus basique, c'est les paniers en vapeur en bambou que vous voyez parfois au restaurant chinois, et en fait qui se mettent simplement sur une casserole. Il suffit d'avoir une casserole de la même taille, hein, ou un tout petit peu plus petite, dans laquelle on met de l'eau, qu'on fait bouillir, et on met les paniers vapeur par-dessus, et ça coûte, je sais pas, 10-15 euros. Si vous avez un quartier asiatique dans votre ville, vous pouvez aller y faire un tour et vous en trouverez certainement. Qu'est-ce que j'avais d'autre comme question? Alors, je bois juste un petit coup d'eau. Euh, Qu'est-ce que je pense des peptides de collagène? C'est une vaste question. Alors, le collagène est effectivement une protéine, enfin la protéine la plus abondante dans le corps, si je ne dis pas de bêtises, qu'on trouve énormément dans le squelette et les articulations, pardon. Euh, donc, il y a des études qui indiquent effectivement que ça pourrait avoir un effet bénéfique sur les articulations. Il y en a plusieurs aussi, donc sous forme hydrolysée, qui montrent que le collagène hydrolysé pourrait avoir des effets bénéfiques sur les rides, pour l'élasticité de la peau. Ça diminuerait peut-être les rides, ou au moins l'apparition des rides. Et dans le collagène, l'acide aminé le plus présent, c'est la glycine. Donc là, après, il y a un débat entre... Et historiquement, c'est vrai que pendant longtemps, on mangeait toutes les parties des animaux, notamment beaucoup plus donc les parties cartilagineuses, et on se faisait aussi des bouillons d'os, voilà, etc. Donc on avait cet apport en collagène via l'alimentation beaucoup plus qu'aujourd'hui, où enfin pour ceux qui mangent de la viande, on ne mange quasiment plus que du muscle. Steak et compagnie, ce n'est que du muscle. Et tout le reste a été, en tout cas dans les pays développés, classé comme pas comme impropre, mais voilà, comme enfin, les gens n'ont plus du tout de goût pour ces parties-là. Et qu'est-ce qui se passe? Euh, donc, après, il y a un débat entre est-ce qu'il faut prendre du collagène, enfin, si on en prend, est-ce qu'il faut prendre du collagène ou de la glycine directement? Il me semble que mon ami Julien Vénesson avait fait un article sur ce sujet qui était, enfin, avec un argument intéressant qui était autant prendre de la glycine parce que, notamment, même avec le meilleur sourcing du monde, il y a toujours un micro-risque, même s'il est tout petit, d'une contamination, même s'il y a des contrôles, au, au prion, à la vache folle. Bon, j'ai pas creusé à fond cette problématique de contamination. Je pense que c'est pas un mauvais argument. Donc, est-ce qu'il vaut mieux prendre de la glycine plutôt que du collagène? Je pencherais plutôt de son avis sur le papier, effectivement. Ensuite, qu'est-ce que j'ai un moment où pour manger des fruits? Bah, ça, je l'ai dit déjà dans ma dernière vidéo. Contrairement à toutes les idées reçues qu'on voit passer, on s'en fout du moment où vous mangez des fruits. Enfin, le plus important, c'est d'en manger. Après, si ça vous amuse, enfin, si ça vous arrange d'en manger plutôt le matin, ou entre les repas, ou à 4 heures, ou en dessert, vous faites ce que vous voulez. Le plus important, c'est déjà d'en manger. Des fruits frais. Est-ce que les fruits secs sont à éviter? Alors, le plus important, c'est évidemment les fruits frais. Les fruits secs, bah, comme ils ont perdu leur eau, ils sont beaucoup plus caloriques au 100 grammes, forcément. Et ils apportent aussi au 100 grammes beaucoup plus de fructose. Les dattes séchées, c'est ce qu'il y a de plus riche en fructose de tous les fruits secs et frais.
Donc, il faut quand même y aller assez modérément, hein. Moi-même, les dattes, je les utilise pas mal, vous le savez, dans mes recettes de dessert. Mais voilà, faut y aller euh, modérément. Alors, je fais juste une dernière passe. Voilà, c'était un premier test, hein, de live. Je fais une dernière passe sur le chat où je vois que vous discutez beaucoup entre vous pour dire beaucoup de bêtises, j'ai l'impression. Euh, alors, est-ce que il y a des questions que j'aurais loupées? Euh, donc, ok. Voilà, c'était un premier test, hein, c'était une première pour moi de faire un live, hein. Donc, je suis désolé pour les soucis techniques au début. Je m'y prendrai mieux la prochaine fois. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire? Est-ce que je peux développer sur la consommation d'alcool? Je pense qu'il faut aussi que je fasse un dossier vidéo là, sur ce sujet parce que c'est complexe. En gros, il y a un débat entre. Moi, j'ai déjà vu des études épidémiologiques qui disaient que il n'y a aucune quantité idéale. En gros, c'est dès le premier verre, statistiquement, c'est mauvais pour la santé. Et puis il y a ceux qui disent il y aurait une espèce de courbe où, en gros, le pic de meilleur pour la santé serait plutôt autour de grosso modo un verre. Donc là, voilà. Est-ce que. Alors, je regarde vite fait vos questions. Oui, ok, alors. Donc, je vois juste vos dernières questions passer. Je souffre de maux de tête, de côlon irritable, asthme, mais pourtant je ne. Alors, je précise, encore une fois, je sais que vous n'avez pas l'habitude forcément sur Internet. Les autres ne s'embarrassent pas de ce genre de mise en garde. Je ne suis pas médecin. Je ne fais que de la vulgarisation scientifique. Je ne fais pas de conseils individuels personnalisés. Je ne fais évidemment pas de diagnostic. Donc, je ne peux vous donner que des informations, de l'information pure et générale. Donc, je ne peux pas savoir. Voilà, je souffre de maux de tête, côlon irritable, asthme. Euh, Ça peut. Enfin, je peux pas savoir. Je suis vraiment désolé, mais je ne peux pas savoir comme ça pour toi sur ce genre de symptômes. Des astuces pour stopper le sucre blanc quand on y est accro. Ça, c'est une question. On peut faire une réponse générale. Alors déjà, j'ai envie de dire, est-ce que tu es vraiment accro? C'est-à-dire, est-ce que, je l'avais bien expliqué dans le deuxième épisode de mes vidéos sur l'obésité qui était sucre versus gras. Euh, les gens pensent être accros au sucre, mais en fait, ils sont accros à des produits. C'est-à-dire que si je te mets devant toi un bol avec, je sais pas, 1 kilo de sucre blanc pur, est-ce que tu vas tout avaler? Est-ce que tu vas le sniffer ou te l'injecter comme un drogué? Non, je ne pense pas. Idem, si je mets devant toi 1 kilo de crème pure, est-ce que tu vas tout avaler d'un coup? Non. Par contre, si je mélange les deux et que je fabrique de la glace, parce que c'est voilà, la recette un peu de base de la glace, avec éventuellement un liant, genre des jaunes d'œufs. Si je fabrique de la glace, là, tu vas l'avaler en entier beaucoup plus facilement. Donc les gens pensent souvent être accros uniquement au sucre, alors qu'ils vont être accros à des aliments qui sont, par exemple, gras et sucrés, ou sucré-salé, ou gras et salé. Il y a souvent voilà, plusieurs saveurs au sein de l'aliment auxquelles on est accro. Le chocolat, c'est du gras et du sucré. Les pâtisseries, c'est du gras et du sucré. Donc voilà, faut essayer de réaliser qu'on n'est pas forcément accro que au sucre pur, même si le sucre joue
sur notre cerveau, sur le système de récompense. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Penses-tu que consommer du riz quinoa tous les jours peut avoir comme conséquence un gonflement de ventre? Je te dirais, regarde, il y a beaucoup de ressources, regarde du côté des FODMAPs, FOD, MAP, S. Tu trouveras peut-être des réponses, je pense, à tes questions là-dessus. Est-ce que, pour les accros au coca classique, tac tac. Ton avis sur le lien souvent observé entre les maux du corps et l'état psychologique mental de la personne? Je n'ai pas d'avis. Voilà, désolé. Euh, Enfin, c'est pareil. Je pense qu'il y a. Enfin, est-ce que. Voilà, on entend beaucoup, encore une fois, sur Internet, de gens qui tombent dans des choses très extrêmes, un peu voilà, pseudo-science ésotérique sur ce sujet, euh, voilà, sur les liens entre émotion et maladie. Après, euh, comment dire, je pense que c'est pas inutile. Enfin, il vaut toujours mieux être enfin, le social, on sait que le social, le lien social fait partie du mode de vie bon pour la santé. Il y a ce qu'on appelle les blue zones. Vous avez déjà peut-être entendu parler de l'expression. Les blue zones, c'est un journaliste américain il y a quelques années qui avait visité les régions dans le monde où il y avait le plus de centenaires par habitant et il avait appelé ça les zones bleues, les blue zones. Et il en avait écrit enfin même plusieurs livres, je pense. Notamment, il y avait un petit groupe de personnes en Californie, il y avait des gens en Sardaigne, l'île d'Ikara en Grèce, Okinawa au Japon, fameuse, euh, et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, dans ces gens qui vivent en bonne santé très longtemps et qui ont une proportion de centenaires assez importante, il y a évidemment une bonne alimentation. Ils ont tous une alimentation quasiment exclusivement à base de produits bruts, avec des différences, hein. Par exemple, Okinawa, beaucoup de patates douces, Ikaria, beaucoup de légumes, légumineuses, légumes verts, produits de la mer, enfin voilà, bon, des différences entre chacun, mais chez tous, le lien social aussi a une énorme importance, donc on peut dire que voilà, ça se joue sur le mental. Euh, alors attendez, donc je finis juste là-dessus. Non, bon, j'ai fini. Désolé, enfin, il y a entre ce que je pense et ce que je lis du chat. Laurent, oui, est-ce que je t'avais raté ma vidéo sur le CrossFit? Non, effectivement, j'avais tourné il y a 2 ans, je crois, ou 3 ans même, je ne sais plus, une vidéo sur le CrossFit, parce que c'est le sport que je pratique, et c'était dans mon ancienne salle, et j'avais mis un teaser, et en fait, j'ai jamais mis en ligne la vidéo parce que j'attendais de reprendre les vidéos à fond, et en fait, comme j'ai mis beaucoup de temps à reprendre les vidéos, bah, en fait, je les ai reprises à fond que depuis 6 mois. Cette vidéo était un peu datée, donc j'ai choisi voilà, de ne pas la mettre en ligne. Euh, je lis rapidement vos toutes dernières questions et après on va mettre fin. Je fais pas mal de sport, notamment CrossFit. J'ai pu remarquer que j'ai très souvent, voire en permanence, le ventre gonflé. Bah, si c'est en permanence, c'est peut-être pas lié au sport alors. C'est peut-être lié à enfin, un problème de ballonnement dans l'absolu, donc qui viendrait de ton alimentation dans l'absolu. Enfin, c'est ce que je comprends. Parce que là, il y a deux sujets un peu différents. Chez les sportifs, mais je pense pas que ce soit ton cas, il y a le problème de certains produits dopants, hormones de croissance et compagnie, qui peuvent provoquer, on le voit beaucoup chez certains bodybuilders qui se dopent, cet effet ventre gonflé.
Mais je pense pas que ce soit ton cas. Donc là, je penserais plutôt à des problèmes de ballonnement dus à certains aliments très basiques. J'en ai déjà parlé. C'est souvent, ça peut pas être forcément que ça, mais le sujet basique à aller voir, c'est les FODMAPs. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme dernière... Allez, et après on finit. Bon, allez, voilà. On va s'arrêter là. Je vous remercie. Bon, on n'était pas super nombreux, mais c'était un premier test. En plus, j'ai un peu raté le bon lien au début. Je vous remercie d'avoir été là, d'avoir suivi. J'essaierai de faire les choses de manière un peu plus carrée la prochaine fois. Encore une fois, c'était un premier test pour moi. Il faudra que je trouve un système aussi pour mieux gérer vos questions. J'espère quand même que ça vous a plu. Voilà, non, je vais arrêter de lire le chat parce que de toute façon, sinon vous aurez toujours des questions. J'espère que ça vous a plu. Voilà, je vous dis à très vite. Donc, comme je vous l'ai dit au tout début de la vidéo, ne soyez pas surpris si dans les jours qui viennent, vous voyez donc le changement de nom de la chaîne YouTube et de mon site. Pardon. Donc, le changement de nom qui va passer de Natura Coach à Natura Academy. Et j'aurai aussi, je pense, je vais mettre mon nom à moi. Donc mon nom personnel, Benjamin Dariouche. Non, j'ai dit que j'arrêtais de lire le chat. Donc voilà, si vous avez des idées sur les formes que pourront prendre ces lives dans le futur, n'hésitez pas. Alors mettez-le moi plutôt en commentaire une fois que cette vidéo sera en replay, là pour ceux qui me regardent en direct. Voilà, donc je pense que la prochaine vidéo que je vais mettre en ligne sera pour faire l'annonce officielle du changement de nom et aussi pour dire quelle est ma méthode pour écrire une vidéo. Je pense que ce sera très intéressant pour vous parler un peu de démarche scientifique, de comment trouver des bonnes sources d'informations et comment je travaille pour écrire une vidéo de fond. Je vous remercie d'avoir suivi ce direct. Je vous dis à très vite ici sur YouTube ou sur mes autres réseaux sociaux. Dernier point, si ce n'est pas encore le cas, allez vous abonner aussi à mon compte Instagram. J'aime bien comme outil Instagram, c'est assez pratique, notamment avec les stories pour faire du contenu rapide. Et je vais essayer de mettre de plus en plus de petits conseils au quotidien sur Instagram que je trouve plus agréable à utiliser que Facebook. Je vous remercie, bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore mangé et qui me regardent en direct, et je vous dis à très vite.